Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment de vous être levés tôt ce matin pour être là précisément à l'ouverture. Je ferai mentir la tradition montpelliéraine, il n'y aura pas le quart d'heure montpelliérain. Il est 9h01, la séance est ouverte. Donc on prolonge, merci, on prolonge ce qui a débuté hier en fanfare. Et on va commencer ce matin par une communication qui va mettre en parallèle la parure et la littérature. Il en est de la littérature comme de la parure. Elles sont toutes deux exposées, soumises aux phénomènes de mode, aux fluctuations du goût du moment, mais il y a quand même quelques invariants, quelques références intemporelles, et c'est heureux. Tant de choses pourront se dire en littérature à travers la parure. Car la parure est tout à la fois objet à décrire, et symbole. Symbole qui nous dira tant des personnages du roman ou de l'univers dans lequel ils évoluent. La parure ne cesse de signifier, avec une poétique tout à fait propre à chaque auteur, et c'est heureux. Pour nous en parler, un amoureux de la littérature, de la musique et de l'art contemporain, tous arts sans lesquels, dit-il, la vie aurait beaucoup moins de sel. J'ai nommé mon ami, confrère, Étienne Quénan. Je vais commencer par une citation. Maintenant, c'était plus rarement dans ses robes de chambre japonaises qu'Odette recevait ses intimes, mais plutôt dans les soies claires et mousseuses des peignoirs Watteau, desquels elle faisait le geste de caresser sur ses seins l'écume fleurie et dans lesquels elle se baignait. C'est pour vous dire que la littérature, question vestiaire, il y a de quoi faire, c'est magnifique. Parce que quand même, le peignoir Watteau, il faut aller le trouver, bien sûr, j'ai pris ça dans Proust, dans Les jeunes filles en fleurs. Donc c'est vrai que le vestiaire dans la littérature, c'est inépuisable, parce qu'effectivement, il y a des vêtements sur mesure, des princes au clochard en passant par les sorcières, des rubis pour les dandys, pour les prélats. Mais ce n'est pas de ça dont je veux vous parler. Ce que je veux évoquer ici, c'est la façon dont la littérature, donc c'est-à-dire l'auteur, s'empare d'un vêtement, d'un accessoire qui est un objet purement formel, pour le coller à un personnage, à une situation dans laquelle il va révéler, il va modifier le fond, en quelque sorte. C'est-à-dire quand quelque chose qui est de l'apparence tente de faire un peu essence. Alors, le premier exemple, qui n'est pas le meilleur, mais parce que je ne pouvais pas ne pas en parler, j'ai pris 4 exemples, hein, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas durer trop longtemps, parce qu'il faut quand même se réveiller un peu, il faut du temps. Alors, je vais prendre le premier exemple dans L'amant de Marguerite Duras, Goncourt 1984, qu'elle a écrit quand même à 70 ans. Hein. Régine, elle dit qu'à partir d'un certain âge, on n'est plus capable d'inventer. Ah bon mais quand même, elle a écrit ce livre à 70 ans qui est d'une acuité extraordinaire. Il faut le relire, c'est un petit livre, ça se lit très très vite. Et ça n'a pas pris une ride. Alors, sauf que, évidemment, l'action se passe en Indochine et non pas au Vietnam d'aujourd'hui. Donc l'histoire, elle est très très simple, hein, tout le monde la connaît. C'est l'histoire d'une adolescente, ou plutôt d'une très jeune femme, enfin elle a 15 ans, qui a une relation avec un homme qui en a 27, il n'est pas non plus un vieillard Kakoshim, hein, et ça va durer 18 mois. C'est une relation un peu compliquée parce qu'elle n'aime pas vraiment beaucoup. Elle a fait ça aussi pour fuir un peu une famille qui est horrible, notamment un frère et une mère qui est très particulière, on va le voir, et un frère aîné qui est horrible. Enfin donc, elle s'échappe un peu avec cette histoire. Et alors, ce qui est très intéressant dans L'amant, c'est que le récit, il est mené soit par l'adolescente, soit par l'auteur, mais ce n'est pas des points de vue qui c'est pas des points de vue qui sont différenciés, c'est-à-dire que ça se mêle l'un dans l'autre. Parfois même, presque dans la phrase, on passe de l'adolescente à l'auteur. Alors, le soir, elle passe le Mékong sur un ferry parce qu'elle va de son lycée à son pensionnat. Et elle dit « Je porte une robe de soie naturelle. Elle est presque usée, transparente. » C'est une robe que lui a refilée sa mère. Hein.
C'est une robe sans manches, très décolletée. J'ai mis une ceinture de cuir à la taille, peut-être une ceinture de mes frères. Et ce jour-là, je dois porter cette fameuse paire de talons hauts et lamés or. Elle a 15 ans. Ce ne sont pas les chaussures qui font ce qu'il y a d'insolite et d'inouï ce jour-là dans la tenue de la petite. Ce qu'il y a ce jour-là, c'est que la petite porte sur la tête un chapeau d'homme au bord plat, un feutre souple couleur bois de rose au large turban noir. L'ambiguïté déterminante de l'image, elle est dans ce chapeau. C'est un chapeau de sa mère qu'elle tenait de son mari qui est mort. Soudain, la petite dit « Je me vois comme une autre serait vue, au dehors, mise à la disposition de tous, mise dans la circulation des villes, des routes, du désir. J'ai ça, ce chapeau qui me fait tout entière à lui tout seul, et je ne le quitte plus. » Et c'est dans cette tenue qui est quand même très aguichante, qui n'a rien à voir avec l'uniforme d'une lycéenne, que l'homme, à l'arrière de sa voiture, sur le ferry, assis derrière, son chauffeur devant, la remarque. Mais ce qui est très très étonnant dans ce début de ce roman, c'est que, costumée de cette façon-là, avec la complicité de sa mère quand même, elle fait petite prostituée. Mais dans la garçonnière de l'amant, son corps nu, après que l'homme, il est très attentif, très précautionneux, et après qu'il l'ait rituellement lavé, eh bien il retrouve sa candeur, et la jouissance naturelle du corps n'empêche en rien du tout sa pureté. Et c'est extraordinaire comment, avec ce double, la peau d'un côté et le vêtement de l'autre, on passe à deux personnages qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre. Donc il y a bien sûr une grande ambiguïté à cause de ce vêtement que sa mère lui a c'est sa mère qui l'a attiché comme ça. Mais c'est voilà, et c'est très drôle c'est très intéressant de voir que d'un côté elle fait petite putain et d'autre côté elle fait presque Vierge Marie quoi. C'est très très étonnant. Alors le deuxième exemple, je le prends dans La robe de la princesse de Nassau. Donc ça se situe dans le temps retrouvé de Proust, La recherche du temps perdu, le dernier tome. Le contexte, c'est que le contexte, c'est que le narrateur, dans toute la fin de ce dernier volume, c'est en fait le narrateur se retrouve à une matinée chez la princesse de Guermantes et il est en train de s'apercevoir que tous les gens qu'il a connus autrefois sont tous complètement ravagés par la vieillesse, décatis, blanchis, ridés, et que toute cette aristocratie autrefois triomphante est en train de passer dans la tombe, mais pas de façon très très glorieuse quand même. Alors, la princesse de Nassau, c'est un personnage complètement secondaire dans la recherche, parce qu'elle n'apparaît que là où on lui consacre pas plus de 10 lignes. Hein. C'est rare quand même les personnages qui passent comme ça. Et donc voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit « Une dame sortit car elle avait d'autres matinées et devait aller goûter avec 2 reines. C'était une cocotte du monde que j'avais connue autrefois, la princesse de Nassau. Si sa taille n'avait pas diminué, ce qui lui donnait l'air, par sa tête située à bien moindre hauteur qu'elle n'était autrefois, d'avoir ce qu'on appelle un pied dans la tombe, on aurait à peine pu dire qu'elle avait vieilli. Elle restait une Marie-Antoinette au nez autrichien, au regard délicieux, conservé, embaumé, grâce à 1000 fards adorablement unis qui lui faisaient une figure lilas. » Et puis après, avec des accents presque balsaciens, il dit « Née sur les marches d'un trône, mariée 3 fois, entretenue longuement et richement par de grands banquiers, sans compter les 1000 fantaisies qu'elle s'était offertes, elle portait sous sa robe, mauve comme ses yeux admirables et comme sa figure fardée, les souvenirs un peu embrouillés de ce passé innombrable. » Et c'est quand même extraordinaire, c'est vachard, c'est d'une misogynie épouvantable. Mais vous noterez une chose qui est merveilleuse, la robe, elle n'est pas verte ou jaune ou bleue, elle est mauve, parce que mauve, c'est une longue, et ça sonne comme l'alcôve sous laquelle elle masque son passé. C'est tout à fait extraordinaire. Et parce que c'est un personnage qui passe comme ça. C'est pas un personnage sur lequel il s'est appesanti. Donc simplement le mauve de la robe, et vous avez toute la vie de cette femme en 10 phrases, quoi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Le troisième exemple, je vais le prendre chez Madame Bovary.
Alors évidemment, quand on parle du vêtement, et dans Bovary, on a tout de suite tendance à prendre la casquette de Charles, parce que Charles Bovary, qui va épouser Emma, qui est un officier de santé, quand il commence la scolarité en classe de 3e, à la page 2 du roman, il est affublé d'une casquette indescriptible. C'est pour ça que je ne le reprends pas, parce que personne n'arrive à imaginer cette casquette, et même les gens qui l'ont représentée en la dessinant, personne ne la met pareil. C'est une description à la Michel Butor, au nouveau roman, c'est plein de loutres, de bourrelets, de tout ce qu'on voudra, et de chape. Mais ça ne nous dit plus rien à nous, et je ne sais même pas si à l'époque ça disait quelque chose. Dans tous les cas, il ressort de cette casquette que Charles est pas un benet, mais voilà, il est laborieux, il n'y aura jamais de trait de génie chez ce garçon. Mais je me suis plutôt intéressé à ce qui fait le fond de Madame Bovary, que je vais vous expliquer maintenant. Donc, Emma Bovary et Charles, quand ils sont au début de leur installation, dans la première partie du roman, ils ont été invités en voisins, et avec peut-être une petite arrière-pensée politique, parce que le marquis de Dandelier, qui habite au château de la Vaubyessard, souhaite se présenter probablement à une élection, donc ça ne mange pas de pain. Et donc, nous dit Flaubert, Emma se sentit en entrant, enveloppée par un air chaud, mélange de parfum des fleurs et du beau linge, du fumet des viandes et de l'odeur des truffes. Donc tout de suite, on voit très bien où on est. Et alors, cette Emma, elle est complètement médusée, elle est abasourdie par tout ce luxe, le champagne frappé, les fruits qu'elle n'avait jamais vus, les grenades et les ananas, elle ne savait même pas que ça pouvait exister, bien sûr les toilettes, les bijoux, les parfums, et même, nous dit-il, ce vieux duc de la Verdière qui est complètement cacochime, mais qui avait vécu à la cour et couché dans le lit des reines. Et donc, elle est quand même médusée par tout ça, et elle est même presque gênée par la présence de son mari, parce qu'à un moment donné, comme il a bu un peu de champagne, il vient l'embrasser dans le cou. Elle lui dit « Mais non, mais tu me chiffonnes, fiche-moi donc la paix. » Bon, alors, après ça, on dîne. Après le dîner, tout le monde remonte dans sa chambre pour se changer. Et puis, il y a le bal et tout le monde danse. Et Emma, comme elle est jolie, qu'elle est mignonne et qu'elle est jeune, tous ces vieux marquis, ces vieux ronchons d'aristocrates, l'invitent à danser. Et elle se frôle à des vicomtes, des marquis. Elle vit dans une espèce de nirvana absolument incroyable. Le lendemain, sur le chemin de retour, il faut bien rentrer, dans le boc c'est un petit attelage léger, elle aperçoit au loin le vicomte qui certainement doit rentrer à Paris, tandis qu'elle, médiocrement, elle rentre dans son petit village de Tostes. Et il y a un harnais qui cède sur l'attelage, donc Charles est obligé de réparer avec une corde, très bien. Il répare, et au moment de partir, il aperçoit entre les jambes de son cheval un porte-cigare tout bordé de soie verte, et blasonné en son milieu comme la portière d'un carrosse. Parce que les aristocrates, autrefois, faisaient mettre sur les portières de leur voiture leurs écussons, leurs armoiries. Bon, le temps passe, nous dit Flaubert, mais son voyage à la Vaubyessard avait fait un trou dans sa vie, à la manière qu'un orage en une seule nuit creuse de grandes crevasses. Et puis donc les samedis passent, et elle vit avec ce souvenir qui est là, et nous dit Flaubert, souvent, lorsque Charles était sorti, elle allait prendre dans l'armoire, entre les plis du linge où elle l'avait laissé, le porte-cigare en soie verte. Et ça commence là maintenant l'histoire. C'est qu'elle se met à imaginer la vie du vicomte à Paris. Alors il nous dit, elle acheta un plan de Paris. Et du bout de son doigt sur la carte, elle faisait les courses dans la capitale. Elle remontait les boulevards. Elle voyait des marchepieds de calèche qui se déployaient à grand fracas devant le péristyle des théâtres. Elle s'abonne à des journaux mondains. Elle se met à lire Balzac et George Sand. Et enfin, le souvenir du vicomte revenait toujours dans ses lectures. Et elle imagine aussi qu'elle est dans les cabinets des restaurants à la clarté des bougies, la foule bigarrée, les gens de lettres et au milieu des gens de lettres et des artistes. Et donc, pour finir ce tableau, nous dit Flaubert, tout ce qui l'entourait immédiatement, campagne ennuyeuse, petits bourgeois imbéciles, médiocrité de l'existence, lui semblait un hasard particulier où elle se semblait prise, tandis qu'au-delà s'étendait l'immense pays des félicités et des passions. Eh bien, c'est très exactement à ce moment-là et ici que vous avez la définition du bovarisme, c'est-à-dire
une impossible vie fictive comme substitut d'une réalité qui est refusée. Et le porte-cigare, en soie verte, bordé comme la portière d'un carrosse, eh bien, c'est le catalyseur de cette crise. Et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple, parce que vraiment, vous voyez comment avec un tout petit objet de rien du tout, on transforme complètement, on arrive à décrire... bon, bien sûr, le Bovary, c'est pas le porte-cigare qui le décrit, mais c'est quand même le catalyseur. Il faut l'amener tout doucement, tout doucement, tout doucement. Donc je trouve ça d'une perfection absolument incroyable. Le dernier exemple que je prends, c'est assez connu, pour les Proustiens du moins, c'est toujours dans Proust, ça, c'est la partie qui termine Guermantes, le troisième tome. C'est tout à la fin. Je ne peux pas le lire parce que c'est 10 pages, ce serait trop long, mais ça mériterait qu'on le lise entièrement. Donc vous pouvez prendre la fin de Guermantes, même si vous n'avez jamais lu La Recherche, ça n'a aucune espèce d'importance. Le contexte. Le duc et la duchesse de Guermantes se préparent pour leur soirée. Quand même 3 mondanités en une. Hein. Un dîner chez Madame de Sainte-Verte, puis une petite soirée chez leur cousin, le prince et la princesse de Guermantes, puis après une redoute, c'est-à-dire un bal costumé, où lui va être en Louis XI et elle en Isabeau de Bavière. Vous voyez, c'est quand même une... Voilà, ça démarre bien. Alors, le narrateur habite le même hôtel particulier que les Guermantes, puisque ses parents ont loué là un appartement, et il est venu demander au duc de Guermantes un conseil d'étiquette, parce qu'il pense qu'il est invité à dîner chez le prince de Guermantes, son cousin, et son cousin, les Guermantes entre eux. Mais le duc qui n'aime pas rendre service, qui n'aime pas qu'on lui demande quelque chose, le rembarre. Et puis, dans cette scène, donc, il y a le duc, la duchesse, Swann, et Swann qui est le seul personnage qui n'est pas étrillé par l'auteur dans La Recherche. Donc, Swann avait une visite aux Guermantes qui était prévue parce qu'il a fait livrer à la duchesse des agrandissements, des très grandes photos de toutes petites monnaies de l'ordre de Malte. Et donc, il les a fait déposer à la duchesse comme un cadeau. C'était prévu depuis longtemps. Et il vient là pour voir comment ça se passe. Bon, en fait, le duc et la duchesse sont montés se changer. Et puis, ils redescendent. Et arrive la duchesse, bien entendu, qui est magnifique, dans une robe de satin rouge, dont la jupe était bordée de paillettes. Elle avait dans les cheveux une grande plume d'autruche teinte de pourpre. Et sur les épaules, une écharpe de tulle de même rouge. Donc, quand même, c'est des tenues aussi, on est à la fin du 19e, hein, on ne verra pas ça aujourd'hui. Alors, Swann la félicite, elle lui dit « Mon Dieu, mon petit Charles, que c'est ennuyeux de s'habiller et de sortir quand on aimerait tant rester chez soi. » Bien entendu, on ne croit pas un traître mot de cette superficialité. Et puis, il y a quelque chose donc, ils sont là, et Swann, à ce moment-là, qui est invité aussi à la soirée chez la princesse de Guermantes, comme le narrateur, essaye de se renseigner pour savoir qui y aura. Et le duc, pensant qu'il ne peut pas être invité là, parce que quand même Swann c'est un petit juif, hein, même s'il a de l'argent, c'est quand même pas bon. Et il dit non, mais il n'y aura personne, c'est rien du tout. Mais comment, dit Oriane. Mais Bazin, mais ça va être une tuerie, c'est ce qu'elle dit. Elle dit ça va être une tuerie. Il va y avoir tout le banc et l'arrière-banc. Et à ce moment-là, commence entre le duc et la duchesse une partie de ping-pong en ignorant complètement les deux autres qui sont là sur les mondanités et le caractère de la princesse qui est un peu idiote et tout le monde était et bien entendu à chaque fois il y a quand même une petite pique bienvenue sur chaque personne dont on parle et puis ça continue comme ça et ça devient presque gênant parce que c'est assez grossier finalement et la duchesse on pourrait penser qu'elle va dire calmons-nous un peu, non elle continue, elle en rajoute, tout ce monde là en rajoute, on a dîné chez le président Carnot et la princesse machin c'est une Brabant-Hesse mais nous aussi nous sommes Brabant-Hesse et quand nous allons en Allemagne nous avons la préséance. Enfin, c'est incompréhensible et c'est d'une grossièreté tout à fait étonnante, tant et si bien que quand même à un moment donné, Swann dit je m'excuse d'interrompre pour vous dire que j'ai fait envoyer la photographie que la princesse, même la duchesse n'a même pas vue, bien sûr, n'a pas regardé. Oh, les domestiques, enfin, c'est fini, on ne peut plus rien avoir. Comment ça se fait comme la mais madame. Bon, bref, elle n'a pas regardé et ils sont embêtés. Et puis,
la pression monte parce que le duc commence à s'impatienter, parce que c'est l'heure d'aller dîner, et qu'il a faim, et que voilà, tout ça, ça n'intéresse pas du tout. Lui, ce qu'il veut, c'est aller dîner, et il faut partir. Donc on décide que la photo, on ne la monte pas, qu'on la verra en descendant, puisqu'elle est dans le vestibule, avant d'arriver dans la cour, où il y a la voiture, bien sûr. Et donc voilà, on s'arrête devant la photo et on évoque encore un problème d'étiquette parce que la duchesse de Molay est venue laisser un carton à 10h du matin. Vous vous rendez compte pour qui elle se prend celle-là? Donc on se fout de la photo, bien entendu. Et à ce moment-là, quand même, la duchesse, elle est un peu embêtée parce qu'elle voit qu'elle va quand même monter dans la voiture. Swann est venu, elle a quand même un peu de tendresse pour lui. Lui, il a beaucoup d'affection pour elle. Et elle ne sait pas très bien comment s'en sortir. Elle lui dit, mais finalement, écoutez, ça serait bien, Swann, que vous nous accompagniez. On projette avec Bazin d'aller faire un petit séjour en Italie. On aurait pu profiter de votre érudition. Et Swann lui dit, mais ça ne sera pas possible car je suis souffrant. Elle lui dit, oui, je trouve mauvaise mine, mon petit Charles. Mais je ne vous parle pas pour dans 8 jours. Je vous parle pour dans quelques mois. Vous avez le temps de vous remettre d'ici là. Et non, lui dit Swann, c'est que dans quelques mois, je serai mort. Alors là, la duchesse, elle est complètement perdue. Et comme nous dit Proust, ne trouvant pas dans sa propre jurisprudence l'attitude à adopter entre témoigner de la pitié à un homme qui va mourir et monter dans la voiture pour aller dîner, ne trouva à dire que « mais c'est une plaisanterie ». Voilà. Et le duc, lui, il a tout entendu, bien entendu. Il n'a rien perdu de cette conversation, mais il est pressé, il faut qu'il aille dîner. Et puis, cette béarnaise de à midi lui est restée un peu sur l'estomac, donc il faut qu'il dîne maintenant, il faut y aller. Et il dit, mais écoutez, vous raconterez vos jérémiades d'une autre fois, il a qu'à revenir. Maintenant, écoutez, il faut y aller, Odette, parce que, Oriane, parce que il est 8h moins 10, on dîne à 8h chez la Sainte Verte, il n'est pas question qu'on arrive en retard. Bon, elle s'exécute, elle ne dit même pas au revoir, et au moment où elle relève sa robe et qu'elle pose le pied sur le marchepied, le duc la regarde et lui dit « Mais Oriane, mais qu'est-ce que vous alliez faire, malheureuse? Vous avez gardé vos souliers noirs, avec une toilette rouge, mais remontez vite, mettez vos souliers rouges ou des domestiques de les descendre, vous ne pouvez pas partir avec ça, c'est pas possible. » Alors la duchesse est quand même très emmerdée parce qu'il y a Swann qui est à côté. Elle dit mais écoutez, ça va très bien ces chaussures noires. Swann lui dit mais non, c'est très bien, elles sont très jolies. Mais pas du tout. Et après ça vous allez m'obliger à revenir pour vous changer, pour vous ramener des chaussures rouges. Non 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 non. Allez vous changer. Mais la duchesse elle dit mais puisqu'on est en retard, c'est pas grave, on va y aller. Ah bah écoutez non. Maintenant on a tout notre temps. Puis nous attendrons. Puis de toute façon il y a les Sazerac, je sais pas quoi. Ils sont toujours en retard. On arrivera quand on arrivera. Allez changer vos chaussures. Et aux deux autres, ils lui disent, et vous, mes enfants, allez-vous-en avant qu'elle ne revienne, parce qu'elle va encore se mettre à parler, et elle va arriver au dîner morte. Et puis, donc en attendant sa femme, il monte dans la voiture, et il lui dit, ne vous laissez pas frapper, et il dit à Swann comme ça, de loin, ne vous laissez pas frapper par ces bêtises de médecins, ce sont des ânes, vous vous portez comme le Pont-Neuf, et vous nous enterrerez tous. Et donc, quand même, cette histoire des souliers rouges, ça montre une muflerie exceptionnelle du duc. Je ne vois pas comment on aurait pu appuyer encore. Mais, en fait, cette dernière partie de Guermantes, il faut la lire à l'envers. Parce que c'est pas le tout. Là, on a appris que c'est un mufle, quoi. Mais, si on remonte dans le truc, on apprend quelques pages avant que le duc de Guermantes a donné pour la soirée congé à ses domestiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas que ces derniers viennent lui apprendre chez la Sainte Verte où il va aller dîner avec sa femme que son cousin le marquis d'Osmond qui est en train de mourir. Et donc s'il apprend qu'il est mort, parce que là il sait qu'il est vivant encore à l'heure où on parle, mais s'il meurt dans la soirée, sa soirée est foutue. Donc les domestiques, vous dégagez, comme ça je suis sûr qu'on ne vient pas m'apprendre quelque chose. Mais ce n'est pas tout. On apprend encore autre chose. C'est que le duc, la scène du début, c'est le narrateur, puis Swann qui arrive, et le duc est là, puis il va aller se changer. Et au moment où il est parti se changer, donc on remonte un peu comme ça le temps, au moment où il est parti se changer, le narrateur demande à Swann comment se fait-il que tout Saint-Germain, et particulièrement les Guermantes, sont des anti-Dreyfusards. Et à ce moment-là, Swann lui dit, mais c'est pas qu'ils sont anti-Dreyfusards, c'est qu'ils sont simplement très antisémites. Ah bon?
Il dit, mais comment vous savez ça? Ah ben il dit, le prince de Guermantes a refusé, savez-vous qu'il a refusé de se faire soigner les dents et a continué à avoir sa rage de dents parce que son dentiste était un juif. De la même façon qu'il a, quand son château a pris feu, il a refusé les citernes de son voisin pour l'éteindre parce que c'était un Rothschild. Donc ça y va. Mais c'est pas encore fini. Enfin, j'ai presque fini. Mais c'est que pour montrer en plus que le duc est un inculte total, vous allez voir, ça c'est magnifique. Au début, quand le narrateur est là, il lui dit, après l'avoir remboursé parce qu'il lui avait demandé un conseil d'étiquette, il lui dit, ah ben regardez ce tableau-là, je l'ai acheté à Gilbert, Gilbert c'est son cousin, le prince de Guermantes, il me l'a vendu pour un Philippe de Champagne. Alors là, c'est extraordinaire. Et puis, Swann est là à ce moment-là, et puis il lui dit, moi, personnellement, je pense que c'est plutôt un Rigaud, un Hyacinthe Rigaud ou un Mignard, mais moi-même, je dirais même que c'est plutôt un Velasquez. Et à ce moment-là, il y a Swann qui fait non, parce qu'il voit très bien que c'est une croûte. Alors il lui dit, mais écoutez, vous qui êtes érudit, dit à Swann, mais vous qui êtes érudit, à qui pouvez donc vous attribuer ce tableau? Et Swann le regarde, il dit, à la malveillance. Voilà. Donc, c'est simplement que si on repasse tout ça, on s'aperçoit que le duc est un inculte, qui est un prétentieux, qui est un fat, qui est un snob, qui est un tout ce que voilà. En fait, c'est tout simplement ce qu'on appellerait aujourd'hui un sale con. Et c'est grâce aux souliers qu'on a appris que c'est vraiment un sale con. Et je trouve cette scène absolument extraordinaire. En fait, je vous dis, vous pouvez très facilement la lire. Vous prenez ça, c'est 10 pages et vous n'avez pas besoin du reste. Voilà, j'ai fini.